Je ne comprends pas, moi je n'y comprends rien du tout. Mais ça n'a pas plus de sens pour moi qu'un casse-tête chinois. La philosophie peut-elle tout penser ? Tout comprendre? Y a-t-il des objets plus respectables que d'autres? Parce qu'il n'y a pas que le temps, le bonheur ou la justice, tous les vendredis, nous donnons la place à ce qui semble ne pas en mériter, à des objets inattendus, aujourd'hui, les mèmes. Une petite fille souriant devant une maison en feu. Les mimiques du rappeur Drake. Un chat grincheux. Bernie Sanders et ses moufles. Vous connaissez peut-être ces images. Vous les avez peut-être vues passer. Ces images, ce sont des mèmes. Pas les mêmes, de l'autre et du même, mais les mèmes. M-E, accent grave, M-E. Ces éléments de langage que l'on répète en les modifiant d'individu en individu, de réseau social en mail, de texto en message WhatsApp. Drôle, accessoire, trivial, vous n'y voyez peut-être aucun intérêt si ce n'est un symptôme de plus d'une époque numérique perdue dans ses auto-références. Mais diriez-vous la même chose d'une blague qui se raconte de soirée en soirée, de sketchs parodiques ou de reprises des plus grands classiques de la musique ? Entre nouveautés radicales et énièmes manifestations d'une culture qui ne fonctionne que par répétition et reprise, où nous mènent les mêmes ? La sélection naturelle de Darwin, qui, comme vous le savez, fait évoluer tout ce qui vit, marche avec des gènes. Et j'ai voulu expliquer que même si tout le livre de la sélection naturelle était basé sur des gènes ne sont pas les seules choses qui pourraient être à la base d'une sélection naturelle. Les mèmes, l'équivalent culturel des gènes, l'équivalent culturel de l'ADN, sont comme une mélodie entraînante. Ils se répandent dans la culture. Je la siffle, vous l'entendez. Vous marchez dans la rue en la sifflant, quelqu'un d'autre l'entend. Il se répand comme un virus. Et c'est tout ce dont vous avez besoin pour démarrer la sélection naturelle. Bonjour François Jost. Bonjour Géraldine. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle. Vous avez publié une trentaine de livres sur le cinéma et les médias. Vous dirigez la revue Télévision éditée par le CNRS Éditions. Et le 21 avril prochain, en 2022, paraîtra Est-ce que tu m'aimes ? Dans ces mêmes éditions. Pourquoi avez-vous travaillé sur le mème ? Pourquoi le mème vous intéresse-t-il ? Alors, d'abord parce que j'aime bien les objets qui sont pas trop légitimes. Donc c'est une des premières raisons. Ça tombe bien pour nous. Deuxièmement parce que j'ai été touché, comme d'autres, par ce virus du mème. Au départ, ça a été une image très étonnante de Travolta qui faisait un geste à 180 degrés d'étonnement. Et je voyais partout Travolta sur des décors différents, sans comprendre vraiment ce que c'était. Et donc, j'ai compris peu à peu que ça faisait référence à une scène de film que je n'avais pas vue, etc. Et que donc Travolta se trouvait dans des tas de décors, magasins de jouets, la carte des résultats des élections municipales, une arène avec des taureaux, etc. Enfin, beaucoup de choses. Et je savais pas d'où venait tout à fait cette image. Et j'ai compris là tout de suite déjà que le mème, c'était quelque chose qui circule, qui est comme un virus, mais qui ne dit pas ce qu'il est. C'est-à-dire que il y a déjà un premier geste du spectateur ou de l'intellectuel pour, je dis l'intellectuel, ça paraît un petit peu bizarre pour parler d'un objet comme celui-ci, mais justement, je crois que c'est intéressant de le regarder comme un objet philosophique. Et bon, peu à peu, j'ai compris donc que c'était des mèmes et j'ai voulu continuer à les voir. Quelle est votre définition du mème, sachant, François Jost, qu'on a bien parlé d'images et que j'aimerais tout de suite signaler à nos auditeurs et auditrices que comme on va parler d'images, on va tenter de bien les décrire et que pour ceux
ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Anaïs Isbert, notre attachée de production donc de l'équipe des Chemins de la Philosophie, va les mettre sur notre fil Twitter, sur les Chemins de la Philosophie. Donc, vous pouvez les suivre en direct pour avoir plus de précision. Donc, à partir de ça, quelle est votre définition des mèmes, François Josse? Alors, la définition de départ, vous avez cité de Dawkins, c'est de dire que c'est des unités d'imitation qui se transmettent par viralité dans la société. J'aime beaucoup ce que dit Dawkins quand, au départ, il prend le terme de mimème sur mimésis, pris sur mimésis, et puis il dit on va le réduire à mème qui rime avec crème. On va entendre le texte tout à l'heure. Et Richard Dawkins, est-ce que vous pouvez juste nous le présenter? Eh ben, c'est le texte. Non, Richard Dawkins, qui est-il et pourquoi en est-il venu à travailler sur le? Il écrit un texte qui s'appelle le gène égoïste pour mettre en avant que il y a un mode de transmission culturelle qui se fait par imitation. Alors ça peut être des manières de table, il donne des exemples de mode, etc. qui se propagent parce que, dit-il, ça passe de cerveau en cerveau. Alors c'est ce qui se passe pour le même. Moi, je vais avoir une définition un petit peu plus précise, puisqu'on parle de l'image. Effectivement, je dirais qu'un mème, c'est une image ou une séquence d'images, fixe ou animée, qui résulte de la création ou de la transformation d'une image ou d'une suite d'images antérieures mises en circulation sur Internet. Voilà. Donc, c'est essentiellement, ça touche des images, mais qui peuvent être soit des gifs, c'est-à-dire des images qui reviennent sur elles-mêmes constamment, soit des petites vidéos, soit des dessins des caricatures, etc. Mais toute image circulant sur Internet n'est pas un mème. Alors c'est ça qu'il faut bien distinguer. Il faut bien distinguer. Toute image qui circule sur Internet n'est pas un mème. Certaines images, par exemple, je prends un exemple d'une image qui a été extrêmement connue, qui est celle du Gangnam Style, ce Coréen qui fait une danse qui ressemble à, il est comme s'il était sur un cheval. Cette image a été vue des millions de fois dans le monde entier. Ça n'est pas un mème, c'est simplement une image qui est devenue virale. En revanche, quand on voit cette image qui se passe dans une écurie, d'un décor d'écurie, ou même quand on voit Trump faire cette danse lui-même, ça devient un mème. C'est-à-dire qu'il y a une transformation minimale qui fait que ça n'est pas seulement quelque chose qui se répercute, mais c'est quelque chose qui se répercute avec des répétitions et des variations. Donc il faut vraiment que ce soit une image qui ait été transformée et qu'on ait presque sous les yeux à la fois l'image originelle. Vous parliez tout à l'heure de John Travolta. Donc John Travolta qui est dans ce film, il me semble que c'est dans Pulp Fiction, oui. De Tarantino, qui est transposé dans un nouveau décor ou avec un nouveau texte. En fait, il faut qu'il y ait un ajout à ce support originel. C'est ça. Alors, je fais la différence avec, peut-être qu'on y viendra, avec les parodies picturales qui existent avant. Les mèmes sont essentiellement des figures d'adjonction. C'est-à-dire que ce qui fait le mème, c'est soit des changements de décor, soit des ajouts, la plupart du temps, de textes qui orientent la lecture de l'image. C'est-à-dire que les images circulent très très rarement toutes seules. En général, il y a différents éléments qui se surajoutent. Alors, c'est pour ça que certains auteurs considèrent, par exemple, que les hashtags peuvent être des mèmes. Pour moi, non. Ce sont simplement des formes qui circulent sur Internet, mais qui n'ont pas ce niveau de soit d'adjonction, soit de transformation qui fait le travail du mème. Un nouveau type de réplicateur est apparu récemment sur notre planète. Il nous regarde bien en face. C'est encore un enfant. Il se déplace maladroitement dans la soupe originelle, mais subit déjà un changement évolutionnaire à une cadence qui laisse les vieux gènes pantelants et loin derrière. La nouvelle soupe est celle de la culture humaine. Nous avons besoin d'un nom pour ce nouveau réplicateur, d'un nom qui évoque l'idée d'une unité de transmission culturelle ou d'une unité d'imitation. Mimème vient d'une racine grecque, mais je préfère un mot d'une seule syllabe qui sonne un peu comme gêne. Aussi j'espère que mes amis épris de classicisme me pardonneront d'abréger mimème en mème. Si cela peut vous consoler, pensons que mème peut venir de mémoire, ou du mot français même, qui rime avec crème, qui veut dire le meilleur, le dessus du panier. On trouve des exemples de mème dans la musique, les idées, les phrases clés, la mode vestimentaire, la manière de faire des pots ou de construire des arches.
Tout comme les gènes se propagent dans le pool génique en sautant de corps en corps, par le biais des spermatozoïdes et des ovocytes, les mèmes se propagent dans le pool des mèmes en sautant de cerveau en cerveau, par un processus qui, au sens large, pourrait être qualifié d'imitation. Si un scientifique, dans ce qu'il lit ou entend, trouve une bonne idée, il la transmet à ses collègues et à ses étudiants, la mentionnant dans ses articles et dans ses cours. Si l'idée éveille de l'intérêt, on peut dire qu'elle se propage elle-même d'un cerveau à l'autre. Voilà le texte que vous évoquiez, François Jost, à propos du mème. Voilà la naissance du mot mème dans la bouche, sous la plume de Richard Dawkins, qui est donc un biologiste britannique. Et c'est quand même dans un texte qui est paru en 1976, qui s'appelle Le gène égoïste, et qui effectivement fait un véritable parallèle entre le gène et le mème. Ce qui veut dire que quand en fait on a tendance à déconsidérer le mème parce que culture pop, parce que un petit peu trivial, parce que seulement drôle, sans grande portée, et qui circule de manière un petit peu parfois sale et avec des mauvais moyens sur les réseaux, on a quand même en fait là un modèle de transmission culturelle qui est fondamental. Oui, tout à fait. C'est donc l'idée que l'imitation joue un rôle fondamental et que c'est comme ça que se transmettent les idées, les modes, etc. Alors l'idée d'imitation a été retenu beaucoup pour les mêmes. Je pense que ce n'est pas la seule, et qu'on peut opposer l'imitation à la transformation. Si on peut prendre un mème qui est extrêmement célèbre, c'est Charlie Bit My Finger, Charlie Charlie mord le doigt de son frère qui crie, et ça a donné plusieurs types de mèmes. Soit on a remplacé le grand frère qui se faisait mordre le doigt par un gaillard assez fort, soit carrément on a transformé le mème en mettant deux solides gaillards qui se mordent l'un l'autre. Alors évidemment, il y a de l'imitation là-dedans, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt la transformation. Est-ce que c'est une transformation partielle de la première image? Est-ce que c'est une transformation totale? Évidemment, ça s'adresse pas aux mêmes gens, parce que quand vous avez une transformation partielle d'un bébé qui mord le doigt d'un grand gaillard, on a l'origine encore du même, on a une partie l'origine de l'image, alors que dans le second, où deux gaillards, l'un mord le doigt de l'autre, là il faut avoir cette référence qui est l'image originale. Donc ça demande au spectateur plus ou moins de travail, j'allais dire, et une culture pop plus ou moins grande. Mais ce qui est intéressant avec le mème, et la question aussi que ça pose, justement, cette idée de transmission, c'est est-ce que la transmission n'est fondée finalement que sur de l'imitation? Est-ce que la fondation d'une culture par l'image, c'est seulement en fait des images qui sont sans cesse prises et reprises et retransformées, qu'on comprend à moitié? Parfois on rit en voyant un mème. On ne saisit même pas la référence d'origine. Donc, est-ce que c'est ça, en fait, finalement, qui fonde la culture, une forme de mystère, de transmission fondée sur des références qu'on ne capte pas forcément? Oui, il y a des mèmes qui sont très difficiles à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu, et donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est que les gens se l'approprient, et en se l'appropriant se reconnaissent. C'est-à-dire qu'ils se forment peu à peu une communauté de ceux qui comprennent. Alors parfois, certains ont dit les mèmes sont même élitistes, parce que seuls peuvent les comprendre ceux qui ont toute une culture commune avec les mêmeurs. Donc effectivement, c'est en même temps un procédé par lequel se reconnaissent des gens qui ne se connaissent pas par définition. Ce qui est quand même un paradoxe, parce que le mème a quelque chose de proprement démocratique, puisqu'il peut circuler partout, puisqu'il a une dimension anonyme, c'est-à-dire que c'est très difficile de retrouver l'auteur d'un mème, sauf s'il se le revendique. D'ailleurs, il y a quand même une grande part de revendication, d'appropriation d'un mème de quelqu'un d'autre pour pouvoir le transformer. Et en même temps, effectivement, il y a une sorte d'élitisme qui fait que pour un message qui est censé véhiculer un contenu ou une forme ou de l'art, peut-être, on va se poser la question. Aussi, oui. Effectivement, on se sent parfois exclu. Donc finalement, c'est la création d'une communauté qui est à la fois démocratique et complètement élitiste.
Oui, il y a un certain élitisme, c'est clair, mais en fait, vous savez, on dit très souvent que Internet, c'est le règne de l'amateur. Bon, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que il y a aussi dans ces processus des gens qui sont vraiment dont c'est le métier de faire des mèmes. Donc effectivement, ils s'adressent à une partie de la population très restreinte qui les suivent. Donc il faut distinguer deux choses. Il y a, j'allais dire, l'exemple que je prenais au départ, c'est-à-dire tout d'un coup vous recevez des mèmes, vous comprenez même pas ce que c'est, vous connaissez pas ce phénomène, etc. C'est la majorité d'entre nous. Et puis il y a quelques spécialistes qui peuvent étudier de façon très précise d'où vient un mème, où il va, etc. Bon, je me suis beaucoup servi moi d'un site qui est la Bible, qui est Know Your Meme ou Know Your Meme, je pense en anglais, dans lesquels des gens trouvent l'origine, à quel moment le mème est apparu sur le net, comment il est passé, parce que c'est une chose aussi très importante, comment il est passé d'un site à l'autre, parce que on s'aperçoit que les sites qui véhiculent les mèmes ne véhiculent pas les mêmes mèmes. TikTok ne véhicule pas du tout les mêmes mèmes que YouTube ou que Twitter. Et donc il y a cette cette distinction finalement de sphère et de communauté. Voilà. Sur la dimension de la transmission, là en fait on parle de mèmes qui finalement sont viraux. Oui. C'est-à-dire qu'ils se partagent. Mais il faut aussi dire en fait que les mèmes, à la distinction de tout autre langage, n'est pas forcément utilisé. Par exemple, parfois il n'est pas bien reçu, il n'est pas partagé. Et donc ça suppose quand même d'être utilisé comme langage. Oui, alors il y a deux choses. D'abord, effectivement, la définition du mème comme ayant une grande viralité est pour moi c'est une définition facultative. On peut faire des mèmes qui n'ont aucun succès, qui ne circulent pas. J'en ai fait moi-même. Ah oui. Oui, il y a des mèmes que vous avez été mémeur. Bien sûr, sur même Know Your Meme, vous pourrez trouver, sauf que c'est pas sous mon nom, mais des mèmes que je vous le dirai, oui, des mèmes que j'ai fait, mais qui n'ont pas eu de grand succès. Néanmoins, ce sont des mèmes. Donc, dans la définition du mème, qui est celle du Larousse d'ailleurs notamment, qui dit c'est des formes qui font le buzz très vite. Bah oui, si ça marche. J'aime beaucoup cette phrase de Jérôme Lindon, le directeur de l'édition de Minuit, qui disait il y a rien de plus triste que les best-sellers qui ne marchent pas. C'est un peu pareil pour les mèmes, si vous voulez. Les mèmes, il y a des tas de mèmes qui ne marchent pas. Alors maintenant, la deuxième chose que vous disiez, la deuxième distinction, il faut dès le départ en fait distinguer deux choses. Les mèmes qui interviennent dans des interactions entre internautes, comment par exemple les streamers qui commentent leurs jeux, etc., leurs jeux vidéo, disent par moment quel est leur état d'esprit, alors c'est tout ce qu'on appelle les reaction mèmes, c'est-à-dire quel sentiment les traverse, ou on leur oppose tel autre sentiment, etc. Donc ce sont des mèmes que j'appelle interactionnels, c'est-à-dire que ils établissent une interaction entre des internautes. Et puis il y a les mèmes, vous avez tout à l'heure utilisé le mot d'œuvre d'art, oui, d'une certaine façon, il y a des mèmes qui se présentent comme des œuvres en soi, qui ne répondent pas à une interaction avec d'autres, mais qui circulent comme circuleraient des tableaux. Et rien de ce qui concerne la langue m'est étranger. Je ne vois pas comment peut-on s'occuper de phénomènes d'un type de langage en laissant de côté le reste. Même déjà pour la question du rapport, c'est important. D'autant plus que, comme je dis, la poésie est un phénomène universel. Et la poésie est un phénomène verbal. Donc, il faut se poser la question, quelle est la langue de la poésie ? C'est quoi la blague? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Je sais pas. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? 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 C'est la mer Noire. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend?
Peut-être connaissez-vous ce petit garçon qui donc fait cette blague, raconte cette blague, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Bah évidemment c'est Jonathan. C'est une vidéo qui est sortie en juillet 2017, qui a été virale, qui a fait le buzz et qui a été prise et reprise, qui au départ veut dire que c'est un buzz et puis qu'elle est devenue un mème puisqu'elle a été reprise, retransformée, rejouée. Et juste avant, et dans un tout autre style, c'était la voix du linguiste Roman Jakobson dans une archive du 10 décembre 1977. Le rythme poétique selon Jakobson s'était diffusé sur France Culture. Alors là, on a du mal à voir entre le propos de Jakobson et ce type de mème, effectivement, la dimension poétique du mème. Ce qui pose la question, est-ce que le mème a seulement une visée humoristique? Est-ce que parfois il véhicule un message beaucoup plus important, peut-être politique, ou alors est-ce qu'on peut en fait s'en tenir à cette forme qui serait une nouvelle forme de poésie? Alors, dans ce texte de Jakobson est un linguiste qui a une énorme influence sur toutes les sciences humaines dans les années 60, et notamment avec cette fameuse théorie des 6 fonctions du langage, qui a été détournée par un écrivain qui avait trouvé la 7e fonction du langage. Donc, c'est un vieux texte, mais auquel il faut revenir parce que, si vous voulez, il distingue le langage comme véhicule entre deux personnes, avec l'accent sur sur celui qui parle, la fonction expressive, l'accent sur celui à qui on parle, la fonction conative, et il y a d'autres choses encore, mais ce qui est intéressant, c'est aussi le langage qui se prend lui-même comme objet, qu'il appelle la fonction poétique. Et moi, je fais la distinction, effectivement, entre des mèmes qui servent simplement à communiquer entre deux personnes, et les mèmes qui mettent l'accent sur la poétique au sens de fabrication, sur la fabrication d'une œuvre, qui est reprise, qui est variée, etc., comme dans le second exemple que vous donnez. De Jonathan. Donc là, c'est intéressant, parce que le mème ne donne pas une nouvelle forme de poésie, il revient, en fait, à l'étymologie de la poésie, à savoir poème fabriqué. C'est-à-dire qu'on voit toujours la poésie comme une fonction esthétique, belle, élégante, noble, et en fait il revient vraiment au sens premier, le même. Oui, c'est ça. Il faut distinguer, si vous voulez, c'est important, les mêmes qui sont simplement une interaction et ceux qui se prennent quand même, peut-être pas pour une œuvre. Alors c'est la différence avec les parodies picturales, mais au moins, en tout cas, comme un objet qui est retravaillé, qui est multiplié, etc. Alors peut-être que je vais vous poser une question un petit peu grossière ou schématique, en tout cas François Jost, mais est-ce qu'on peut dire que le mème, finalement, est moins un message qu'un objet dont la forme va plus compter? Parce qu'effectivement, ce sont beaucoup d'images, de fabrication, de refabrication, qui font qu'en fait c'est un objet en tant que tel. Oui, moi c'est ce qui m'intéresse le plus, si vous voulez. Mais il y a aussi les reaction mèmes, effectivement, où on exprime ses sentiments par la figure par la moue d'une personne, par un geste qu'on a pris à Obama, etc. Mais ce qui est plus intéressant, ce qui me touche en fait, parce que vous me demandiez au début pourquoi je m'intéressais aux mèmes, je m'intéresse moi à tout ce qui est variation. C'est personnellement, c'est mon être. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est variation. Et donc, effectivement, c'est là qu'il y a de l'invention et on peut voir pratiquement, une sorte de loi d'évolution des mèmes. C'est que au départ, ça commence alors par des copies ou des transformations qui peuvent être des transformations, par exemple plastiques. On remplace quelque chose qui était du dessin par de la photo. Par exemple, il y a ce mail très connu qui est Wait, it's all Ohio, always have been, où on voit un astronaute qui considère la Terre en forme d'Ohio et il dit wait, it's all Ohio. Eh bien, dans ce même, au départ, il est fait avec des dessins, après, il est fait avec des photos, après, on va transformer, ça sera même plus des cosmonautes, mais une souris qui verra la Terre transformée en fromage. Il y a un nombre de variations, si vous voulez, possibles, qui jouent
sur ce qu'on appelle l'iconique, qui joue sur le plastique, qui joue sur l'idéal, c'est-à-dire sur des idées. Il y a ce même que je trouve absolument magnifique et enfin rempli de pensées, qui est dans la caverne. L'un des cosmonautes dit mais est-ce que tout ça c'est finalement c'est des images, et l'autre lui dit oui, ça a toujours été comme ça. Donc il y a des appropriations, si vous voulez, philosophiques de ces mêmes, qui vont vers, en général, plus ou moins une mise en avant, une mise en valeur du même comme activité et de son fonctionnement. C'est-à-dire qu'on arrive dans le méta, et parfois dans la négation même. C'est-à-dire que on peut s'attaquer à l'idée du même, de ce même. C'est une sorte de variation, d'évolution qui est assez courante, qu'on retrouve très souvent. Mais pourquoi cette idée de répétition vous touche en particulier, François Jost? Est-ce que c'est l'idée, en fait, que un original va donner naissance à tout un ensemble de copies, ou est-ce que c'est l'idée de démocratisation, ou est-ce que c'est l'idée d'appropriation, de retravail? Ouais. Est-ce que c'est vraiment le travail sur l'image, ou c'est plutôt le côté réplication, extension, en fait, d'un objet? Bah c'est les deux, c'est-à-dire que je compare ça à la fin de mon livre, parce que je me suis posé la question de pourquoi j'aime ça, pourquoi j'aime les mêmes, et effectivement j'aime aussi l'art de la fugue de Bach, ou les 100 exercices de style de Queneau, c'est-à-dire des formes qui sont variées de façon indéfinie, hein, où on reconnaît quelque chose, mais l'auditeur ou le spectateur doit faire de plus en plus d'efforts pour trouver sous un texte, sous une portée, quelque chose d'autre. Et donc, j'aime cet exercice-là. L'hypertextualité, à sa manière, relève du bricolage. Disons que l'art de faire du neuf avec du vieux a l'avantage de produire des objets plus complexes et plus savoureux que les produits faits exprès. Une fonction nouvelle se superpose et s'enchevêtre à une structure ancienne. Et la dissonance entre ces deux éléments coprésents donne sa saveur à l'ensemble. Cette duplicité d'objets dans l'ordre des relations textuelles peut se figurer par la vieille image du palimpseste, où l'on voit, sur le même parchemin, un texte se superposer à un autre qu'il ne dissimule pas tout à fait, mais qu'il laisse voir par transparence. Pastiche et parodie désignent la littérature comme palimpseste. Si l'on aime vraiment les textes, on doit bien souhaiter de temps en temps en aimer au moins deux à la fois. Mais le plaisir de l'hypertexte est aussi un jeu. La porosité des cloisons entre les régimes tient surtout à la force de contagion, dans cet aspect de la production littéraire, du régime ludique. À la limite, aucune forme d'hypertextualité ne va sans une part de jeu, consubstantielle à la pratique du remploi de structures existantes. Au fond, le bricolage, quelle qu'en soit l'urgence, est toujours un jeu, en ce sens au moins qu'il traite et utilise un objet d'une manière imprévue, non programmée, et donc indue. Le vrai jeu comporte toujours une part de perversion. De même, traiter et utiliser un hypotexte à des fins extérieures à son programme initial est une façon d'en jouer et de s'en jouer.
François Josse, nous sommes en train d'écouter Bach, l'offrande musicale. Vous étiez en train de dire, j'adore cette musique. C'est là où on retrouve justement ce principe de répétition qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans le même. Ouais, c'est ça, qui part d'une phrase et puis qui s'imite, qui se poursuit. Et puis, il faut la chercher de plus en plus dans la suite des exercices de l'offrande musicale. Oui, je trouve ça magnifique. Ce qui finalement réhabilite le même, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un objet un petit peu indigne qu'on se partage sur les réseaux quand on a 2 minutes devant son téléphone. C'est véritablement en fait une version moderne et numérique d'une fugue de Bach, on pourrait dire. Oui, pour moi, oui, mais il y a effectivement une erreur courante, c'est de dire les mêmes, c'est quelque chose qui est très simple, qui circule donc très vite, etc. Vous voyez que c'est pas du tout, en fait, c'est de plus en plus compliqué, parce qu'il est très compliqué de trouver le même zéro, comme le patient zéro, on trouve pas plus. Mais dans le texte de Genette, là, je trouve que... On a entendu juste avant, oui. Je précise donc que c'est un extrait de Palimpseste, la littérature au second degré, donc qui est paru en 1982, donc un texte de Gérard Genette, grand théoricien de la littérature, et qui a été interprété ici par Hélène Losseur, où effectivement il fait ce rapport entre l'hypotexte et l'hypertexte. Oui, mais vous voyez, dans l'offrande musicale, justement, on entend bien, on cherche l'hypotexte, vraiment, c'est-à-dire ce qui est dessous le texte principal. Alors bon, il faut préciser que quand Genette parle d'hypertexte, il n'en parle pas du tout au sens d'aujourd'hui de l'informatique. Hein. C'est vraiment le fait qu'il n'y a pas de texte zéro, que tout texte est la transformation d'un autre texte. Mais ce texte est intéressant aussi parce que il sépare 2 concepts qui sont mélangés très très fréquemment. C'est le pastiche et la parodie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mot parodie a un destin très très grand. On parle sans arrêt de parodie, alors que parfois on devrait parler de pastiche. Alors pour dire les choses très très rapidement, un pastiche, comme Proust en a fait, de Flaubert et d'autres, un pastiche c'est quelque chose qui essaye de reprendre les idiolectes, de reprendre le style d'un auteur, mais pas forcément la lettre. C'est-à-dire que vous allez essayer d'imiter le style de Flaubert. C'est à la manière d'eux. C'est à la manière d'eux, en fait, exactement. Célèbre nom d'un célèbre recueil. Alors que la parodie transforme le texte. Et on reconnaît le texte dessous. Genette, qui adorait les jeux de mots, dit qui trop embrasse mal étreint, par exemple. Voilà un exemple de parodie où on reconnaît encore qui trop embrasse manque le train, dit Genette. Ah, oui. Qui trop embrasse manque le train. On reconnaît. Je l'ai tellement intégré que c'est difficile qu'on reconnaît très bien. Vous-même, vous n'arrivez pas à faire la distinction entre l'hypotexte et l'hypertexte, la reprise, la transformation. Quand même. Donc voilà, une transformation minimale, si vous voulez, d'une phrase. Alors c'est le processus qu'on a le plus dans les mêmes. C'est-à-dire de la transformation de quelque chose qui existe, qui se transforme peu à peu. On retrouve là quelque chose qui existe avant Internet. Et moi, ce que j'essaye de faire toujours, c'est de montrer comment dans Internet ou le web, il y a une continuité des choses avant. C'est-à-dire que tout ne s'invente pas d'un coup. C'est pas une révolution. Voilà, c'est pas une révolution. Les procédés qu'on va retrouver dans les mêmes, on les avait avant. Par exemple, le détournement. Il y a un film très connu qui était situationniste, qui était donc la dialectique peut-elle casser des briques. Dans lequel on avait détourné des films de kung-fu avec des phrases qui venaient entièrement du marxisme-léninisme. Donc ça donne des situations assez drôles. Alors ça, c'est ce type de détournement, on le trouve exactement dans les mèmes. Par exemple, il y a un mème extrêmement célèbre qui a connu énormément de variations, qui est celui qui a été fait à partir de la chute, qui raconte la fin d'Hitler dans son bunker avec j'ai oublié évidemment le nom de l'acteur, Gantz, on a doublé le texte d'origine du film en allemand par des sous-titres absolument hilarants où par exemple Hitler se met en colère parce que il a commandé un bunker pour la fin du monde où il pouvait se réfugier, et puis on lui dit que la fin du monde finalement n'aura pas lieu, et donc ça le met totalement en colère. Ou il y en a un autre aussi dans lequel on le voit qui dit comment on n'a pas prévu les masques, comment c'est possible, etc. Donc, mais de la même manière qu'il y a aussi le grand
détournement de Michel Hazanavicius, il y a aussi Lily la tigresse de Woody Allen, il y a tout un tas tout un ensemble d'œuvres d'art qui fonctionnent sur ce détournement. Bien sûr, et les œuvres d'art, bien sûr. On elle-même là-dessus. Par exemple, Warhol a fait des scènes de Léonard de Vinci en reprenant parfois le dessin très exactement, auquel il a rajouté des choses, par exemple en mettant Dove comme la marque de savon comme Saint-Esprit. Donc c'est des détournements, effectivement, il en existe d'ailleurs aussi en musique. Je crois que c'est le point fondamental qui caractérise les mêmes. J'ajoute juste une chose, c'est que si les mèmes sont ludiques, ils ne sont pas toujours humoristiques. Il y a des mèmes qui sont tout à fait sérieux, et je ne parle pas beaucoup dans ce livre des mèmes qui sont faits par ce qu'on appelle l'islamogramme, par exemple. Les islamistes font des mèmes pour communiquer. Donc il n'y a pas que des choses, j'allais dire, drôles. Alors justement, vous avez parlé du détournement, et vous avez parlé aussi de ce film situationniste, La dialectique peut-elle casser des briques? C'est un film de René Viennet de 1973. En voici un extrait. Ainsi, on exerce son matérialisme dialectique. Et pourquoi pas sa subjectivité radicale. Ça pourra toujours servir. Pas pour des grèves sauvages, pas pour les occupations d'usines, j'espère, ni pour les incendies des CES. Je ne veux plus entendre parler de lutte de classe. Sinon, je vous envoie à mes sociologues. Et s'il le faut, mes psychiatres, mes urbanistes, mes architectes, mes Foucault, mes Lacan. Et si cela ne vous suffit pas, je vous envoie même un structuraliste. Bureaucrate. Tu peux en toucher un mot à ton syndicat, hein? Ou bien l'île Nouvel Observateur, hein? Tu me prends pas un peu pour un con? Tant que ça peut durer. Voilà, c'était donc un extrait de La dialectique peut-elle casser des briques. Déjà, c'est un titre fabuleux, il faut le dire, ce qui permet de poser la question non seulement de comment fonctionnent les mèmes, à savoir sur cette idée de détournement. Là, ce sont des images d'un film d'art martial où en fait sont superposés des sous-titres, effectivement, donc engagés, assez drôles en fait, parce qu'en plus il y a à la fois un détournement du film et en même temps il y a aussi un détournement des répliques, puisque on entend, je vais t'envoyer des structuralistes, espèce de bureaucrates. Donc il y a une dimension politique et ludique qui est incontestable, qui fait qu'on se rend compte que le mème, qui utilise ce même fonctionnement, n'est pas seulement non plus qu'une forme quand même. Il faut quand même rappeler cette dimension un peu de message, parce qu'il passe toujours quelque chose quand on regarde un mème. Oui, là, en l'occurrence, les mèmes sont des commentaires aussi, et on le voit très bien dans cet extrait que c'est un commentaire de la situation que j'allais dire j'ai connue dans les années 70 avec ces références à Lacan, à Foucault, aux structuralistes. Enfin, pour nous qui avons vécu cette époque, c'est très drôle. Je pense que le comique échappe un peu plus à des jeunes d'aujourd'hui parce que ces détournements, comme la plupart des mèmes, sont des commentaires sur la politique ou sur les événements d'aujourd'hui. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est de voir que effectivement ces mèmes sont des commentaires et que il faut connaître véritablement. Vous parliez de démocratisation tout à l'heure de mèmes. C'est là qu'il y a quelque chose de démocratique. C'est que ces mèmes vont amener des commentaires sur la réalité que les gens ne peuvent pas faire en général. C'est-à-dire le commentaire, c'est l'apanage d'un certain nombre de gens experts, invités spéciaux des médias, etc. Là, par les mèmes, vous avez une autre façon de commenter qui est en quelque sorte parallèle aux commentaires dits de l'élite, si vous voulez. Donc c'est leur vertu démocratique là. Vous avez dit deux choses, François Josse. D'une part, vous avez parlé de l'époque de ce film La dialectique peut-elle casser des briques, qui était donc les années 70, et vous avez parlé du côté éphémère des mèmes. Ça veut dire que les mèmes sont des objets périssables ?
Alors, en fait, non, oui, c'est pour certains, c'est-à-dire quand ils sont très près de l'actualité, on oublie très très vite de quoi ça parle, mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que pour faire de nouveaux mèmes, on est souvent, on reprend des choses très anciennes. J'ai parlé tout à l'heure de ce mème qui est It's All Ohio, qui part de l'idée au départ de est-ce que la Terre est plate? Ah mais oui, elle a toujours été. Cette structure-là est reprise au moment où l'Ohio est désigné par les mémeurs comme des complotistes, etc. Et on remplace la Terre, l'image de la Terre dans ce mème par l'Ohio. Et donc c'est 1 an ou 2 ans plus tard, vous voyez. Et après ça se redéveloppe. En fait, le développement de ce mème se passe sur 4 ans. Donc c'est à la fois, certains sont très éphémères, mais d'autres forment ce que j'appellerais une bibliothèque des mèmes, dans laquelle ceux qui aiment les mèmes vont piocher. Enfin, pardon, les mémeurs, surtout d'abord, ceux qui font des mèmes vont piocher et que le spectateur lui a plaisir à retrouver parce que il voit une réutilisation de quelque chose d'ancien. Alors ça c'est intéressant les mémeurs parce qu'il faut quand même distinguer le tout venant en fait des usagers du mème, c'est-à-dire par exemple comme moi qui va aller sur un réseau social et qui vais tomber par hasard sur un mème, mais je ne vais pas créer de mème, je vais peut-être retweeter, repartager un mème, mais je ne vais pas en créer. Il y a aussi les créateurs de mèmes et puis il y a aussi, on va dire, les fans de mèmes qui vont sur des agrégateurs de mèmes. Il y a le site Nurshi qui permet, les Nurshi qui permet de retrouver tout un ensemble de mèmes par thème. Il faut quand même distinguer ces communautés. Ce qui me permet de vous poser cette question, François Josse, de l'autoréférence, c'est-à-dire que ce sont des bulles, vraiment au sens premier, en fait, des communautés qui semblent parfois inaccessibles. Ah oui, alors vous avez parlé des Nurshi, en fait en verlan c'est les chineurs, c'est les chineurs d'eux-mêmes, donc ils vont sur certains sites et qui proposent des mèmes proposent des mèmes. Alors il y a toute une hiérarchie là, hein. C'est pas du tout simple, n'importe qui ne s'improvise pas mémeur. Il y a les mêmelords, notamment les maîtres de ceux qui vraiment passent créent des mèmes sans arrêt et ils veillent un petit peu ils veillent au grain, c'est-à-dire que d'une part il y a des mèmes qui sont créés, mais il y a aussi des mèmes qui sont stolen, qui sont volés, et ça nous amène à une des questions que posent les mèmes, qui est à mon avis en plein remaniement, c'est-à-dire qu'elle va bouger cette question, c'est celle de l'auteur. Si vous voulez, le paradoxe du mème, c'est que quand on fait un mème, on espère qu'il soit le plus possible volé. Hein, c'est-à-dire que tout le monde se l'approprie pour qu'il circule. C'est le contraire de l'œuvre d'art telle qu'on la conçoit justement actuellement, avec un discours, avec une figure artistique qui est créatrice. Et pour laquelle il faut payer des droits. Voilà, c'est ça. Là, le succès d'un mémeur, c'est d'être volé. Mais je pense, alors par exemple, il y a un mème extrêmement connu qui s'appelle Return to Monkey, hein, c'est l'évolution de l'homme qui tout d'un coup décide de retourner au singe. Alors il a eu tellement de succès, il a été posté partout sur tous les sites, ce mème. Et celui qui l'a fait, qui est connu, n'a rien touché. Hein, mais il dit j'ai rien touché comme droit, mais j'en suis content. Ça va pas durer, ma prédiction. Ça va pas durer parce que on est dans une époque où on croyait que le numérique était quelque chose qui pouvait se remultiplier sans arrêt et que ça posait pas de problème. En fait, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les NFT, c'est-à-dire les no fungible tokens, qui sont des signatures électroniques qui se revendent extrêmement cher. C'est-à-dire qu'on peut acheter l'espèce de signature d'un mème et l'avoir pour soi. Alors on voit actuellement tout un mouvement où les premiers mèmes, ceux qui ont été les plus, vous citiez par exemple celui de la petite fille avec la catastrophe qui se passe derrière. Oui, avec la maison en feu derrière elle, et elle a un petit sourire démoniaque. Tous ces mèmes sont l'objet de ventes aux enchères et
je crois que l'un de ces mèmes a été vendu quelque chose comme 38 000 €. Donc ça se financiarise, et donc bientôt les gens revendiqueront très très fort d'être l'auteur de certains mèmes, hein, c'est-à-dire ça sera aussi une façon de gagner sa vie sur Internet. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Avec moi, c'est comme ça que ça marche, ok? Merci bien pour les vélos. Super, hein? C'est pas mal, le verre, hein? Fais le bon choix. Bisous. C'était une vidéo qui a été postée sur Twitter en mai 2021. Est-ce que vous la connaissez? C'est la vidéo de Jean-Pierre Fanguin. La question, elle est vite répondue. Vous connaissiez, François? Non. Alors, ça a beaucoup circulé, donc, à partir de mai 2021. Et la question qui revenait, c'était est-ce que cette vidéo est-elle du premier degré ou du second degré? En fait, finalement, qui est cet auteur de cette vidéo? Qu'est-ce qu'il recherche? Alors, en fait, ce qui est paradoxal dans ce genre de cas, c'est que finalement, tout le monde identifie cette personne. Et en même temps, personne ne sait qui elle est, personne ne connaît l'intention à l'œuvre, ce qui fait que le mème a de fait une communication brouillée et semble, c'est pour ça que cette histoire de droit, de reconnaissance, d'appropriation semble presque inappropriée dans la mesure où l'essence du mème semble être d'être à tout le monde et à personne en même temps, et justement d'être essentialisé par cette indistinction. Oui, un petit peu comme l'histoire drôle, tout simplement. C'est-à-dire que l'histoire drôle, c'est quelque chose qui passe de personne en personne, sans qu'on sache on sait jamais qui a inventé une histoire drôle. C'est vraiment quelque chose qui est impossible. Alors c'est vrai que ça fonctionne comme ça pour les mèmes, mais comme je vous disais, je pense que ça va changer quand même. Et on voit sur les mèmes, si on regarde très attentivement, c'est intéressant de voir si vous avez en filigrane ce que les mêmeurs appellent filigrane, si vous avez le nom d'un site ou si vous avez le pseudo, parce qu'en général c'est des pseudos de mêmeurs, voilà, on n'est plus dans l'indistinction, c'est en train de bouger. Par rapport à cette question justement de l'indistinction, mais aussi du commentaire de l'actualité, les mèmes qu'on voit sur les réseaux sociaux quand on tombe dessus par hasard sont véritablement des mèmes qui sont vraiment rattachés à une situation en particulier. Et là, elles ont un effet beaucoup plus sérieux. Et ça semble en fait un petit peu difficile de faire des typologies peut-être de mèmes et effectivement de dire et ça revient à cette question de l'indistinction, de savoir jusqu'où nous mènent les mèmes, finalement. C'était ma question de départ, mais qu'est-ce que veut nous dire un mème? Quel langage, en fait, il postule? Est-ce que c'est un langage politique? Est-ce que c'est seulement un message? Est-ce que c'est de la forme? Ou est-ce que, finalement, il ne faut pas trancher cette question? Je dirais que ça dépend. Il y a plusieurs réponses possibles. C'est vrai qu'il y a des mèmes très politiques et qui sont très liés à l'actualité. Il y en a un que j'aimerais citer parce que pour montrer le niveau de complexité de la compréhension des mèmes. C'est il y a quelques années, on a eu un mème qui montrait un paysage entièrement vert et il y avait marqué en dessous un paysage avec des mosquées, quelque chose comme ça. Incompréhensible, je veux dire, comme même. Sauf si on a en tête que Zemmour, quelques jours auparavant, a expliqué que entre les verts écolos et les musulmans qui privilégient le vert, il y avait, c'était pas un hasard. Et donc il y a eu toute une série de mèmes pour à la fois très sérieux dans leur fonction, enfin dans leur adresse, et très ironiques vis-à-vis de Zemmour, qui montraient des tas de choses vertes qui étaient transformées en mosquées, en islam, etc. Donc ce même je me rappelle, j'ai fait la
l'expérience à cette époque auprès de mes amis pour leur demander ce que ça voulait dire, personne ne le comprenait. Donc il fallait avoir un certain intérêt pour les derniers développements de la parole zémourienne, si on peut dire. Je vous propose d'écouter un dernier mème audio, François Jost. Je les connais vous aussi. Savez, ça n'est pas eux que vous J'en ai visiez dans ma quand vous ville, disiez, dans ma région. Je vous dis juste une chose. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Mais je les connais vous aussi. Savez, ça n'est pas eux que vous J'en ai visiez dans ma quand ville, vous disiez, dans ma région. Je vous dis juste une chose. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. Celui que vous dirigez. Le parti de l'extrême droite. C'était donc un extrait du 3 mai 2017. Vous vous souvenez, l'entre-deux-tours, le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui a été repris de cette manière-là. Et effectivement, il y a aussi eu des images, juste des mèmes visuels où on voyait effectivement Marine Le Pen avec ses bras déployés qui mimait comme ça l'invasion. Alors là, on est vraiment dans des mèmes qui sont politiques. Jusqu'où les mèmes ont un pouvoir à la fois de décrédibilisation, comme vous l'avez dit par rapport à Éric Zemmour, ou là par rapport à Marine Le Pen, ou au contraire en fait d'investissement d'un candidat et peut-être là un pouvoir dangereux. Alors, c'est vrai que les mêmes là, qui ont été faits à partir de cette situation, ils ont été très destructeurs pour Marine Le Pen. Donc, ils jouent un rôle qui est pas seulement pour rire. Enfin, ça a des effets considérables. Tout ne vient pas, comme on pourrait le penser, simplement d'amateurs, internautes, etc. Il y a quand même des mèmes organisés, si on peut dire, des vagues de mèmes organisés par différents groupes. Et d'ailleurs, même, par exemple, dans le cas de Trump, il avait fait un mème qui était pour opposer les républicains où tout était en désordre et les démocrates où tout était en désordre aux républicains, et ce mème qui a été très très répandu, il a été construit à la fois par les communicants de Trump et en même temps par des idées qui venaient des amateurs dans la circulation, etc. Donc en fait, il y a une professionnalisation de certains mêmeurs qui peuvent être pour démolir. Il est évident que dans la campagne actuelle présidentielle, on trouve des groupes qui construisent des mèmes pour descendre un candidat. Merci beaucoup François Jost. Donc de vous, on pourra lire « Est-ce que tu m'aimes » au CNRS édition. Ça va paraître le 21 avril 2022. Mais de vous, on peut déjà lire « La méchanceté en acte à l'heure numérique » paru aux mêmes éditions CNRS. « Grandeur et misère de la télé-réalité » aux éditions Cavalier Bleu. Et enfin, « Le culte du banal de Duchamp à la télé-réalité » au CNRS édition. Merci beaucoup. Merci. Je précise que le titre est un peu provisoire. D'accord. On attend de voir le vrai titre alors. C'est la musique Astronomia, Weisstone, Tony Iggy. C'est la musique du fameux même Coffee Dance. Je vous laisse taper sur internet Coffee Dance, vous découvrirez tout. Vous écoutez France Culture, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms qui n'est pas un mème, le pourquoi du comment.
Comment se transforment les corps? Il semble n'y avoir rien de plus solide, rien de plus définitif, on l'a dit déjà, que la forme d'un corps. Un corps, c'est sa forme, c'est la manière dont il se définit, dont il se pose dans l'espace. Et pourtant, les corps sont d'abord ceux qui se transforment, ceux qui changent de forme. Ils changent de forme à travers leur environnement naturel qui les dégrade, comme dans l'érosion, à travers le passage du temps, comme dans le vieillissement, à travers l'évolution des corps, comme dans le vivant, dans la transformation des espèces qu'on appelait au 19e siècle le transformisme. Comment comprendre, eh bien, qu'on soit passé de tel ou tel organisme vivant primaire à l'être humain par toutes sortes de transformations des corps. Comment comprendre ce passage d'une espèce à l'autre? Comment comprendre cette importance de la forme dans le corps? Et au-delà de ces transformations naturelles, il y a bien sûr aussi les transformations historiques, culturelles, techniques et même politiques des corps. Il n'y a pas de corps humain qui ne fasse l'objet aussi d'une transformation de ce genre. Les corps sont toujours éduqués, formés par la société et par l'histoire. Les corps sont historiques de part en part, techniques de part en part. Également, il y a toujours eu des techniques du corps, comme les appelait l'anthropologue Marcel Mauss, des manières de se mouvoir, des manières de travailler, des manières de s'habiller, des manières du corps formées historiquement et que nous reconnaissons d'un coup d'œil, mais dont nous oublions qu'elles constituent même nos corps. Aujourd'hui, les transformations du corps semblent atteindre des limites extrêmes, des limites par les pouvoirs techniques qui métamorphosent nos corps, qui réparent parfois, et on l'espère, des handicaps majeurs, qui, avec des prothèses matérielles ou même informatiques, vont pouvoir pallier des lacunes des corps qui les font souffrir, qui vont aussi pouvoir probablement détruire les corps de manière insidieuse, non pas seulement par les tortures anciennes ou les destructions majeures, mais par une pollution souterraine, par une transformation chimique de ce que nous mangeons, de ce que nous respirons, de ce que nous vivons d'une manière générale. Les transformations du corps doivent être prises au sérieux comme les modalités mêmes de notre action, de notre vie, de notre histoire et de notre politique. Toute la politique du vivant aujourd'hui doit mesurer l'enjeu des transformations du corps, normer les actions techniques sur le corps sans les refuser a priori, comme s'il y avait un corps naturel qu'il fallait préserver à tout prix parce que les transformations du corps peuvent servir à leur enlever des souffrances, à réparer des maux, mais jamais à éviter la mort, mais d'un autre côté, justement, éviter les excès, éviter aussi les destructions insidieuses des corps, comme si nos corps n'étaient pas transformés à notre insu, partout dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Les transformations des corps doivent être notre objet premier, et au-delà des corps humains eux-mêmes qui sont menacés et en même temps soutenus par ces transformations mutuelles, regardons autour de nous les transformations des autres corps, les transformations des corps qui nous entourent, apprenons une écologie des corps, une écologie du monde concret, dans leurs apparences d'abord, la beauté des corps qui nous soutient, mais aussi dans leur constitution profonde, car les corps ne cessent de se transformer, mais la transformation des corps est l'objet de l'éthique, de l'histoire et de la politique aujourd'hui. Et merci Frédéric, et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon de la Selle qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Carla Michel, Antoine Ravon, Adèle Vendrette, Anaïs Isbert avec Nicolas Berger et Laurence Malonda à la réalisation, et à la prise de son aujourd'hui, Ludovic Augier, Hélène Losseur à la lecture des textes, et merci à nos deux stagiaires de 3e, Lily Breton et Silène Chariclos. Si vous voulez écouter cette émission et toutes celles d'ailleurs sur les objets inattendus de la philosophie, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins ou sur l'application Radio France. Rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine des Chemins de la Philosophie. Quand les philosophes s'égarent, quand ils se trompent, quand ils s'endorment mais qu'ils savent rebondir, le prince de Machiavel, conseil d'un politicien raté, Saint-Augustin face, c'est une citation, à cette pute d'âme humaine, quand il faut sauver la reine métaphysique, et enfin Nietzsche, l'aurore d'un outsider. À lundi.